Dans quel état était l'armée malienne en 2020? Écoutez, l'armée malienne était en 2020 dans un état de déliquescence continue qui avait commencé avec la période de la chute de l'ancien régime du président Moussa Traoré. Selon toutes les analyses que j'ai lues, entre 1960 et mettons 1990, malgré le coup d'État de la fin des années 60, je pense 1968, qui a vu la chute du grand leader Modibo Keïta, l'armée malienne a conservé son haut standing parmi les armées d'Afrique en général et d'Afrique de l'Ouest en particulier. Sous le général Moussa Traoré, pratiquement jusque dans les années 90, l'armée malienne était redoutée. Elle était redoutée. Elle était connue en Afrique de l'Ouest comme étant, de toutes les armées d'Afrique francophone, la plus combattante, la plus combative et la mieux outillée. Elle possédait le matériel de guerre le plus opérationnel de la sous-région. Vous savez qu'Houphouët-Boigny, par exemple, n'avait fait de l'armée ivoirienne qu'une armée de décoration. Il avait fait de l'armée ivoirienne une armée de décoration. Alors, je viens de faire circuler un certain Mohamed Machin. Très bien. Alors, l'armée malienne était une armée qui avait une dotation terrestre, une dotation aérienne respectable. Et d'ailleurs, dès les années 60, le Mali avait coopéré avec la Russie. À partir de l'avènement du retour au multipartisme et notamment au pluralisme démocratique, dans les années 90, avec la chute lors de la révolution de la jeunesse malienne et de l'opposition malienne en 1990-91 du régime de Moussa Traoré, ce que l'on va observer, c'est la décapitation, c'est le démontage, c'est la destruction, c'est la dégradation progressive de l'armée malienne. Et là, le cas malien est une bonne école pour comprendre que la propagande qu'on a servie à l'Afrique et qu'on a appelée la démocratie n'était rien d'autre qu'une des ultimes ruses de l'Occident pour affaiblir les pays africains qui avaient déjà atteint un certain niveau de puissance. Je recommence une deuxième fois. Vous allez comprendre avec l'exemple du Mali que le fait qu'on ait essayé de dire que par un discours dit de la bolle, par une décision occidentale, désormais tous les pays africains devaient être des démocraties à l'occidental. Ce n'était rien d'autre qu'une ruse pour les affaiblir et les maintenir sous contrôle. En réalité, sous couvert de restaurer la démocratie, on a prétendu que l'Afrique n'avait plus besoin d'États forts, d'États puissants, que l'Afrique n'avait besoin, dixit Barack Obama, encore un autre mensonge, que d'institutions fortes. Or, il n'est pas possible d'avoir des institutions fortes sans posséder tous les attributs de la puissance. En sciences politiques, en philosophie politique et même en droit international, il y a 3 attributs essentiels de la puissance. Le premier de ces attributs, c'est la puissance militaire. Le deuxième de ces attributs, c'est la puissance politique. C'est une grande organisation politique. Et le troisième de ces attributs, c'est la puissance économique. C'est quand vous réussissez à créer une cohérence entre votre puissance militaire, votre puissance politique et votre puissance économique que vous devenez véritablement une puissance, voire une grande puissance. Ce sont les fondements de la puissance. Or, lorsqu'on s'est mis à prêcher l'idéologie démocratique aux Africains, notamment dans les années 90, avec le retour au pluralisme, on leur a donné l'illusion qu'il pouvait se passer de développer la puissance militaire. Et même qu'il pouvait se passer de développer la puissance économique, qu'il suffisait de développer la puissance politique, c'est-à-dire la démocratie, pour que tout le reste fonctionne. La démocratie a été présentée aux Africains comme étant la solution à tous leurs problèmes. Quand tu avais mal à la tête, on disait que la démocratie va te soigner. Il faut te battre pour la démocratie. Quand tu avais faim, on disait non, la démocratie va faire que le travail viendra. Il faut te battre pour la démocratie. Quand on t'avait volé ton terrain, on t'avait volé ton travail, et que tu te plaignais, on disait non, il faut faire confiance à la démocratie. Tôt ou tard, tout va s'arranger. La démocratie était présentée comme la magie des années 90. La démocratie était présentée comme la magie des années 2000. Et le Mali a été l'un de ces États qui a été utilisé par la propagande occidentale pour faire croire que les Africains étaient enfin heureux. Parce qu'ils avaient une alternance soporifique,
superficiels à la tête de leurs États. Ainsi, on a vanté le Mali, on a vanté le Sénégal, on a vanté à un certain moment le Bénin, on a vanté à un certain moment le Ghana. On a vanté à un moment donné l'Afrique du Sud à cause de l'alternance à la tête de l'ANC et à la tête du pays. Mais rétrospectivement, 30 ans et plus après le retour de cette démocratie, pratiquement plus de 20 ans après le retour de cette démocratie, qu'est-ce qu'on a découvert? Que le retour au multipartisme ne s'était pas nécessairement accompagné, de l'augmentation de la puissance militaire des États. Au contraire, la plupart des États africains qui se sont convertis du bout des lèvres à ce rituel appelé la démocratie sont devenus militairement faibles. Le Mali, militairement faible. Le Sénégal, militairement faible. La Côte d'Ivoire, militairement faible. Le Cameroun, militairement faible. Tous ces États se sont militairement affaiblis. Ils se sont militairement détricotés pendant la période, soi-disant. Le Niger, militairement faible. Le Tchad, militairement faible. Tous ces pays-là qui sont revenus à la soi-disant démocratie sont devenus des pays assistés. Et très rapidement, on les a retrouvés dans la catégorie des PPTE, pays pauvres très endettés. Donc l'Afrique francophone et l'Afrique en général a été le théâtre de la manipulation démocratique. Sous couvert de nous amener vers la démocratie, on nous a amenés vers la dette du FMI et de la Banque mondiale à travers les dévaluations et les programmes d'ajustement structurel. Aminata Traoré, notre sœur aînée, a fait un travail remarquable en son temps sur cette manipulation de la dette. Cette manipulation de l'idéologie démocratique pour affaiblir les pays du Sud. Elle a écrit un très beau livre qui est dans la bibliothèque ici, intitulé « L'Afrique humiliée ». Mais l'Afrique humiliée, parce que leur démocratie était une manière d'humilier notre intelligence. De dire que sur notre continent africain, il n'y avait jamais eu une pensée politique. Il n'y avait jamais eu d'institution politique. Il n'y avait jamais eu de tradition politique. N'est-ce pas? Sarkozy disait en 2007, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Et il l'a dit au Sénégal sans provoquer un tollé dans la salle. Sans que les hommes d'État qui étaient assis ne se lèvent pour lui répondre. N'est-ce pas? Parce que en fait, quand ils sont venus avec la propagande démocratique, dans les années 90, exactement comme ils ont imposé la propagande du parti unique dans les années 60, ils sont partis du principe qu'il n'y a pas de pensée politique africaine. Il n'y a pas d'histoire politique africaine longue. Il n'y a pas de conscience politique africaine. Il n'y a pas de génie politique africain. Les Africains n'ont jamais créé d'institutions, croyaient-ils. Ils ne savent pas comment on organise l'économie, comment on organise l'État. Ils ne savent pas comment on organise l'armée. Ils ne savent rien faire. Ils ont tout appris de nous. Autrefois, ils vécurent dans la barbarie. Comme le disait la première version de l'hymne national du Cameroun, mon pays natal. Donc l'idéologie démocratique s'est accompagnée, vous le voyez très bien, de l'affaiblissement militaire, de l'affaiblissement économique et de l'affaiblissement politique de l'Afrique. Du coup, lorsque la déstabilisation que les Occidentaux avaient conçue pour l'Afrique, à travers la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel est arrivée, elle a trouvé des États africains qui n'avaient plus d'armée. Et c'était la condition du Mali. Le Mali n'avait plus d'armée. L'armée malienne, comme la plupart des armées africaines, faisait partie des armées les plus moquées par les Africains sur les réseaux sociaux. On montrait des images, parfois même fausses, qu'on attribuait à un entraînement de l'armée malienne avec des bâtons, avec du bois, le bois servant comme fusil pendant l'entraînement. Plus tard, on devait vérifier que c'était même des images de l'entraînement de l'armée centrafricaine. On se moquait comme ça des armées africaines. C'était des armées en toc, c'était des armées délabrées. Et le militaire africain, le soldat africain, de la période de 90 jusqu'à maintenant, il a été clochardisé. Il a été réduit au statut de voyou de quartier. C'est un buvard. On le voit stopper à tout hasard le premier camion qui passe, il stoppe le premier taxi qui passe pour prendre 500 francs, 1000 francs et aller boire une bière ou aller manger. La clochardisation des armées africaines n'a jamais été aussi aggravée que pendant la période du retour à la démocratie. Donc, mais revenons au Mali.
Donc le Mali, c'était ça. D'un côté, on proclamait un pays qui était revenu à la démocratie, un pays pluraliste, n'est-ce pas? Amadou Toumani Touré avait cédé le pouvoir à Alpha Omar Konaré. Alpha Omar Konaré avait cédé le pouvoir à Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré, etc. gouvernait. Le Mali était présenté. On rebattait les oreilles à la terre tout entière. Le Mali, la super démocratie, l'exemple. Pourtant, c'était un tombeau blanchi. Le pays était dans la gabegie économique absolue. Le pays n'avait plus d'armée. Et on devait s'en rendre compte lorsque les terroristes armés par l'OTAN, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis en Libye, lorsqu'ils ont déferlé sur le Mali, c'est là que les Maliens ont vu qu'ils n'avaient plus d'armée. Donc, en janvier 2013, Dioncounda Traoré, président par intérim du Mali, après la succession de coups d'État qu'on connaît, écrit un courrier d'urgence. Il écrit un courrier d'urgence au président français d'alors, François Hollande. Et il lui demande deux choses. C'est un courrier que nous avons lu, car nous l'avons retrouvé dans les annales du Sénat français, dans les archives du Sénat français. Le courrier est précis. Dioncounda Traoré, président intérimaire du Mali, demande à la France un appui aérien, un appui feu aérien, ce sont les termes exacts, et un appui en renseignement. C'est-à-dire que, par la demande de Dioncounda Traoré, président intérimaire du Mali, est reconnu le fait que le Mali, en 2012-2013, ne possède plus d'armée de l'air. Il n'a pas la capacité de se battre dans les airs. À travers ce courrier, Dioncounda reconnaît que le Mali ne possède plus une capacité de renseignement militaire suffisante. C'est-à-dire que le Mali n'a pas les moyens de localiser l'ennemi. Or, dans la guerre moderne, l'aviation est l'avantage du vainqueur. Celui qui a de la hauteur dans la guerre moderne gagne systématiquement. Car, quand on prend de la hauteur, ceux qui sont au sol deviennent petits. Avec un seul avion de guerre, bien chargé, on peut frapper un plus grand nombre de positions qu'en utilisant des chars. Voilà pourquoi dans la guerre moderne, la guerre technologique, avant la guerre de chars, avant la guerre de fantassins au sol, il y a désormais ce qu'on appelle les campagnes de bombardement aérien. L'instrument aérien permet d'affaiblir l'ennemi, il permet de décapiter en quelque sorte les grandes lignes de force du dispositif ennemi avant de faire avancer les troupes au sol. La lettre du président intérimaire Dioncounda Traoré révélait très clairement que le Mali n'avait plus d'armée de l'air et que le Mali n'avait plus de renseignements militaires. Et c'est dans cet état que l'armée malienne s'est retrouvée entre les mains du président Assimi Goïta, du premier ministre Choguel Kokala Maïga et de leurs compagnons en 2020. 2020-2021, voilà l'état dans lequel était l'armée malienne. C'était encore une armée de terre, mais une armée de terre largement désarmée. Une armée de terre largement désœuvrée. Une armée de terre, d'ailleurs, qui consacrait l'essentiel de son énergie à des règlements de compte entre ses propres factions. J'ai moi-même vécu un épisode que je n'oublierai jamais. J'étais venu assurer une semaine d'enseignement à l'université catholique d'Afrique de l'Ouest à Bamako, en 2012. 2012. Parce que j'ai participé et œuvré au fondement du département de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Bamako. Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne cette information. C'est comme ça, je connais le Mali d'abord par l'enseignement. J'ai formé pendant 3 ans à 4 ans dans ce pays toute une génération de jeunes philosophes. Tantôt à Hamdalaï, tantôt à Samaya. Mes collègues sont là. Et mes étudiants maliens sont maintenant en train d'enseigner. Et pour d'autres, dans les professions de la prêtrise. Alors, donc, moi j'étais à Bamako lorsque nous assistions à la guéguerre permanente entre les corps de l'armée. Et un jour que nous étions, nous enseignants, hébergés à l'hôtel Columbus à Hamdalaï, éclata la guéguerre entre
le camp des bérets verts et le camp des paracommandos des bérets rouges. Le conflit entre ces deux camps s'est déroulé sous nos yeux. Il nous fallait nous coucher sous les lits pour échapper aux balles perdues. Les militaires maliens, une armée abandonnée à elle-même, se réglaient des comptes entre eux-mêmes. C'est-à-dire que quand les Assimi Goïta arrivent au pouvoir en 2020, c'est une armée malienne largement fatiguée par des querelles internes, par des rivalités. Une armée découragée. Une armée qui ne donne pas envie d'être militaire. Qui ne donne pas envie d'être militaire. Une armée dont l'image était dégradée. Voilà ce que vous dit un visiteur du Mali. Parce que j'étais là et je voyais comment les Maliennes et les Maliens percevaient leur propre armée et comment même les militaires qu'on peut rencontrer de temps en temps, je ne sais pas, dans un bar d'hôtel, dans un restaurant, comment est-ce qu'ils parlaient de leur armée. Donc, lorsqu'ils arrivent à la tête de cette armée, ils trouvent une armée divisée, ils trouvent une armée désarmée, ils trouvent une armée affaiblie. Il y a une autre chose importante, ils trouvent une armée qui a été humiliée. L'armée malienne a été humiliée. Dès 2013, la France apporte l'appui aérien. L'armée malienne s'engage à mener le combat au sol pour chasser les assaillants. Cette stratégie convergente entre l'armée française et l'armée malienne porte du fruit. Les villes de Gao et de Tombouctou sont rapidement libérées. Un certain colonel Assimi Goïta est à la tête des troupes. Il est au cœur des troupes, avec d'autres officiers valeureux de l'armée malienne qui portent l'assaut. Il s'agit maintenant de libérer la dernière partie du nord du Mali, la région de la ville de Kidal et alentour. Lorsque l'armée malienne veut s'élancer sur Kidal pour en finir avec les terroristes qui sont encore installés aujourd'hui, à l'instant où je vous parle à Kidal, l'armée française s'interpose. L'armée française s'interpose et empêche l'armée malienne de reconquérir tout son territoire. Humilie l'armée malienne sur son propre sol. Donc, je peux compléter le tableau. L'état de l'armée malienne en 2020, c'est que c'était une armée qui ne possédait pas de vecteurs aériens, donc une armée sans armée de l'air, une armée incomplète. C'était une armée sous-équipée, une armée abandonnée. C'était une armée divisée. C'était une armée dévaluée. C'était une armée humiliée. 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 Et c'était une armée, dans ces conditions, difficile à commander. Parce que vous imaginez que quand une armée a tout là, elle est difficile à commander. Quand les militaires ne sont pas bien traités, quand ils ne sont pas encadrés, quand ils ne sont pas bien considérés, quand ils ne sont pas rassurés par leur hiérarchie, l'indiscipline va régner. Ils vont s'affronter entre eux. Ils vont avoir des règles entre leur camp, entre leurs bataillons. Ils vont passer leur temps à s'affronter. Et c'est ce que le Mali était. C'est une armée même qui était instrumentalisée par les politiciens contre le peuple. On l'utilise pour frapper les blesser les Maliens, tuer les Maliens. Jusqu'en 2020, sous Ibeka, on sortait l'armée malienne pour frapper, blesser, tuer des Maliens. Et c'est ce qui arrive toujours avec des armées désœuvrées, des armées sous-commandées, sous-équipées, sous-formées, des armées incomplètes, des armées abandonnées et des armées humiliées. Elles se défoulent sur les populations.
C'est ce qui arrive. Donc, il faut qu'on prenne conscience de l'état grave dans lequel est malienne quand le président Assimi Goïta prend la tête des oppositions. Ce que nous voyons, nous qui sommes extérieurs à l'armée malienne et observateurs politiques aujourd'hui, c'est quoi? Quel est l'état actuel de l'armée? C'est l'objet de notre deuxième partie. Ah oui, donc j'étais là lors du conflit entre les paracommandos de Djikoroni et le camp des Bérets Verts du capitaine Amadou Sanogo. La bataille de rue fut sanglante. Le camp des Bérets Verts l'emporta. Le camp des Bérets Verts l'emporta. Le président Amadou Toumani Touré dut s'enfuir. Et nous apprîmes plus tard du grâce à une ambulance et à la vigueur de ses gens pour dévaler la colline de Koulouba derrière le palais. Oui, j'étais là. Et je salue ici les plus hautes autorités de l'Église catholique qui ont veillé à nous faire sortir du Mali pour nous faire entrer en France. Nous sommes sortis du Mali avec mon doyen, le professeur Éloi Diarra, par le Burkina. Et c'est à Ouagadougou que nous avons dû prendre un avion 2 jours plus tard pour entrer en France. Sans inquiéter un peu trop notre famille. Parce que si nous avions annoncé à nos familles ici que nous étions entre les deux feux des paracommandos de Djikoroni et du camp des Bérets Verts, mais je crois que le deuil aurait été organisé. Mais nous étions là entre les feux qui se tiraient dessus. C'est la première fois que j'ai vu un combat entre des militaires en rodéo, assis à l'arrière des motos. Il y en a un qui pilote la moto et puis il y a l'autre derrière avec la calache. Et ça s'est affronté comme ça pendant pratiquement 1 heure. Dans le centre-ville de Bamako, y compris dans la rue au bas de mon hôtel. Oui, ça s'est passé comme ça. Donc, on a bien vu une armée malienne dans un état pas possible. Alors, dans quel état le président Goïta et ses compagnons ont-ils amené l'armée malienne aujourd'hui? Là, je donne le point de vue de quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Les Maliens, les militaires maliens connaissent mieux le sujet que moi. Je n'ai pas ici la prétention d'en savoir plus. Mais je dis ce que je vois. D'abord, je constate que c'est une armée qui s'est réorganisée. Même quand je vais au Mali, ces dernières années, parce que j'ai visité le Mali de manière systématique pratiquement depuis 2012 jusqu'à maintenant 2023, ça fait 10 ans d'observation. J'observe une meilleure organisation de l'armée malienne. Le taux de désordre a fortement baissé. Ça ne peut pas baisser complètement, hein. Je vois qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Je vois de moins en moins de personnes désœuvrées et qui, en quelque sorte, échappent au cadre de leur service. Premier point. Le retour à l'ordre. Le retour à l'organisation du camp, à l'organisation du bataillon, à l'organisation du service. Deuxième point intéressant. J'observe que les militaires maliens ne se tapent plus dessus. Depuis qu'Assimi Goïta est arrivé, aucune dissension grave entre frères d'armes au Mali n'a été observée.
aucune dissension grave entre frères d'armes. Quand il y a eu des remous, des tentatives de coup d'État, etc., ils ont su à la fois trouver des moyens de s'entendre entre eux et aussi d'écouter la justice et de respecter les décisions de justice. Certains militaires maliens qui ont été soupçonnés à un moment donné de vouloir faire un coup d'État et qui ont été révélés innocents ont été libérés. Et même le changement interne qui a eu lieu à l'intérieur de l'appareil d'État sous le régime Bandao, ce changement s'est fait, à ma connaissance, sans effusion de sang. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Le fait que cette armée a trouvé une manière de régler ses problèmes de manière cohérente, de manière pacifique, et éventuellement de recourir au droit, à la justice, pour régler les problèmes qui se posent à son sein. C'est la deuxième chose que j'ai observée. La troisième chose que j'observe, c'est que, en un temps record, le président Assimi Goïta et ses compagnons ont été capables de trouver les moyens de reconstituer les maillons manquants de l'armée malienne. Le grand maillon manquant de l'armée malienne, vous le savez très bien, c'était l'armée de l'air. Le Mali n'avait pas d'armée de l'air. Personne ne peut nier, au moment où je vous parle, qu'Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura ont redonné au Mali une armée de l'air. Le Mali a une armée de l'air, là où il est là. Et son armée de l'air est redoutable et redoutée dans la sous-région. Elle est en train de monter au-delà de 100, 150, 200 avions de guerre. Elle est en train de monter au-delà, en réalité, l'armée de guerre malienne. Elle est en train de retrouver le niveau qu'elle avait lorsque, sous les années Moussa Traoré, elle bénéficiait de la coopération multilatérale malienne et qu'elle était l'une des armées les plus respectables d'Afrique de l'Ouest. Ce qu'elle était également sous le grand Modibo Keïta. Une grande armée, on ne jouait pas avec l'armée malienne. Donc, le segment aérien dirigé par le général de brigade aérienne Ali Boyd Diarra est aujourd'hui impressionnant. Et cela a été fait en moins de 3 ans. C'est du jamais vu. En 30 ans, de l'an 2000 à l'an 2021-2022, le Mali n'avait pas réussi à faire ça. Les présidents successifs du Mali, depuis la révolution qui a renversé Moussa Traoré, n'avaient pas réussi à remettre l'appareil militaire à ce niveau de performance. Ils n'avaient pas réussi. Et cela, toute personne qui suit l'évolution des informations de l'armée malienne peut le reconnaître. L'armée malienne est de nouveau une armée complète. Il n'y a pas une armée qui manque. Le Mali n'étant pas un État maritime, n'étant pas un État océanique, n'ayant pas de débouché sur l'océan, mais ayant quand même un très grand fleuve et quelques grands fleuves qui le traversent, notamment comme le Djoliba, le fameux fleuve Niger, bon, il a des patrouilles nouvelles, une espèce de marine fluviale sur le Niger, mais les armées les plus importantes pour le Mali sont bien sûr l'armée de terre et l'armée de l'air. Vu la taille du territoire, l'armée de l'air est vitale. Parce que quand on contrôle l'air, on peut réduire la superficie du sol. Vous savez que quand un avion s'élève dans le ciel, eh bien, il a la possibilité d'agir plus facilement sur la terre parce que la superficie du sol, de la terre, se rétrécit au fur et à mesure qu'on s'élève dans le ciel. Voilà pourquoi les militaires disent que celui qui possède le ciel possède la terre. Si tu contrôles le ciel, tu contrôles la terre. Parce que la terre est petite vue du ciel. Elle n'est pas petite vue du ciel, ce n'est pas une illusion d'optique. Elle est vraiment petite parce que tu peux viser des positions que tu ne peux pas viser en étant à terre, quand tu es au ciel. Tu peux les viser avec une plus grande exactitude, avec une plus grande rapidité que si tu utilisais des vecteurs sol-sol. Donc, première grande victoire du Mali, c'est cela. Deuxième élément important dans cette affaire, le Mali a brisé le système de répression à l'approvisionnement logistique qui avait été mis en place contre lui par la France et par les puissances occidentales. Les régimes des présidents Amadou Toumani Touré, Alpha Omar Konaré et les régimes militaires et même le régime intérimaire qui s'en sont suivis, jusqu'au président Ibrahim Boubacar Keïta, acceptaient les sanctions déguisées de la communauté soi-disant internationale qui privaient le Mali du droit d'acheter des armes dont il avait besoin. Ce qui a changé, c'est que le président Assimi Goïta a brisé cet embargo, explicite ou implicite, en développant une diplomatie militaire internationale avec la Russie,
avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Iran, qui lui a permis en un temps record de trouver tous les vecteurs que la France ne voulait pas livrer au Mali, que l'Europe ne voulait pas livrer au Mali, que les États-Unis ne voulaient pas que le Mali possède. C'est un point remarquable. La conquête du ciel. Mais la conquête du ciel s'accompagne aussi de la conquête de la relation entre le sol, la terre et le ciel. Parce que c'est en lisant une note des services américains d'aviation qui a été reprise par le syndicat des pilotes d'Air France que j'ai compris qu'on ne joue plus avec le Mali. Le service de sécurité de l'aviation américaine a écrit une note pour dire que, à sa connaissance, le Mali du président Assimi Goïta dispose de matériel sol-air, de matériel radar et de missiles capables d'atteindre n'importe quel avion de ligne et capables d'atteindre tous les avions militaires possibles. Ce sont les Américains qui l'ont révélé. Hein. Moi, ce ne sont pas les Maliens qui me l'ont dit. Hein. Je l'ai appris en lisant la presse américaine. Et sur la base de cette révélation de la presse américaine, un syndicat de pilotes d'Air France a exprimé un mouvement de panique en disant qu'ils ne veulent plus atterrir à Bamako parce que les avions d'Air France pourraient se faire tirer dessus. Bon, un argument farfelu. Le Mali, les autorités maliennes, l'armée malienne ne sont pas là pour combattre des avions commerciaux autorisés à atterrir sur leur sol. Il s'agit de combattre les avions militaires, les aéronefs militaires, qui avaient fait du ciel malien une cour du roi Péto. Donc, grâce à cette note des services américains, j'ai pu apprendre que le Mali dispose désormais d'une capacité de défense sol-air, pas seulement air-sol. Parce qu'avec les avions, les hélicoptères de combat, le transport de troupes, le Mali a la possibilité de se défendre air-sol, mais avec les radars et avec les missiles sol-air, le Mali peut se défendre donc du sol, de la terre vers le ciel. Quand vous avez donc cette capacité de vous défendre, 1, du ciel vers la terre, et 2, de la terre vers le ciel, tout le monde vous craint. Vous devenez une puissance militaire sérieuse. Vous devenez une puissance militaire sérieuse, on ne joue plus avec vous. On ne joue plus avec vous. D'accord? Et je continue à vous dire ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est aussi l'effort de transparence que le président Goïta et son gouvernement, dirigé par le docteur Choguel Kokala Maïga, ont envers les Maliens à propos de la chose militaire et de l'effort d'implication du peuple malien dans les affaires de son armée. L'armée malienne est l'institution qui attire le plus de rues aujourd'hui. Cela a été révélé en avril 2022 par le sondage de la Friedrich Ebert Stiftung, le Malimètre. Quelle est l'institution publique qui attire le plus de volonté d'adhésion? C'est l'armée. Les jeunes Maliens, par milliers, se portent volontaires pour défendre les couleurs de leur pays, tout en sachant les risques qu'ils courent. Car l'armée malienne a accompli et accepté des sacrifices énormes dans cette lutte contre le terrorisme. Cela ne décourage pas les jeunes Maliens qui, dans leur écrasante majorité, veulent servir leur armée. Un phénomène similaire est observable aujourd'hui au Burkina Faso. Quand on a confiance dans les dirigeants de l'armée, dans les dirigeants politiques du pays, on n'a pas peur de se battre pour son pays. Cette confiance-là a créé donc une soudure très forte entre le peuple malien et les forces armées maliennes, les FAMA. Cette même confiance que nous avons vue entre le peuple malien et l'armée malienne, elle est devenue le ferment de la confiance des peuples africains, des opinions africaines envers l'armée malienne, qui est l'armée africaine la plus aimée, à l'instant où je vous parle. Si vous faites un sondage auprès des Africains, notamment d'Afrique, d'expression officielle française, pour savoir quelle est l'armée qu'ils aiment le plus, les FAMA gagnent. Faites le sondage, même en utilisant votre page Facebook ou votre page Twitter, si vous avez suffisamment d'abonnés, vous aurez la réponse. Les forces armées maliennes. Maintenant, il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté, c'est que le président Assimi Goïta a compris qu'il fallait compléter son dispositif de sécurité par des alliances régionales et des alliances internationales fortes. Sur le plan régional, il a construit 4 alliances, dont 2 paraissent extrêmement solides. Une alliance forte est née
et qui s'est renforcée nettement depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Ça, c'est l'alliance numéro 1. Une alliance forte existe également avec la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya sur les bases de la camaraderie d'armes. Ça, c'est l'alliance numéro 2. Une alliance relativement acceptable existe avec l'Algérie parce que le FLN continue quand même de reconnaître que le Mali a aidé à sa lutte de libération contre le colonialisme français, malgré les ambiguïtés de la diplomatie algérienne, avec notamment les sécessionnistes, les partitionnistes et les terroristes du nord du Mali. Une alliance acceptable a été développée avec la Mauritanie et une espèce de pacte implicite de non-agression est désormais posée avec le Niger et avec le Sénégal. Une espèce de pacte de non-agression existe désormais entre le Mali et le Sénégal, le Mali et le Niger. Entre le Mali et le Sénégal parce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble et que les ports sénégalais ont besoin du commerce malien, ont besoin du cheptel malien, ont besoin de transporter les marchandises maliennes. On observe qu'entre les armées maliennes et sénégalaises, il y a une entente cordiale, il n'y a pas de problème. Entre les armées maliennes et mauritaniennes, il y a une entente cordiale. Malienne et algérienne, une entente cordiale. Malienne et nigérienne, une entente cordiale. Malienne et burkinabé, alors là, c'est la soudure fraternelle totale. Malienne et guinéenne, soudure fraternelle, pas totale, parce que, vous le savez très bien, l'armée guinéenne est encore en coopération étroite avec l'armée française, ce qui réduit en partie la coopération militaire avec l'armée malienne. Et puis, les seuls fronts sur lesquels le Mali, eh bien, est précisément extrêmement vigilant, le seul front qui est ouvertement un front hostile aujourd'hui, eh bien, c'est le front ivoirien. Même sur le front ivoirien, Alassane Ouattara, après avoir participé à la persécution du Mali, depuis les sanctions illégales, inhumaines et criminelles du 9 janvier 2022 de la CEDEAO, même Alassane Ouattara a levé un peu le pied. Surtout après que ces 49 mercenaires aient crêché dans les prisons maliennes, malgré tous ces cris d'orfraie. Donc, Assimi Goïta a développé une diplomatie militaire régionale, ayant pour but, un, de rassurer les voisins du Mali que le Mali ne veut agresser personne, et de rassurer tous les voisins du Mali que personne ne peut agresser le Mali. Mais maintenant, je voudrais insister sur le point qui concerne le Burkina Faso. Avec le Burkina Faso, quelque chose de plus fort que tout ce qui existe dans la sous-région a été développé. C'est que les deux armées sont vraiment en train de mutualiser leurs moyens. Alors, pourquoi vous le compreniez, je voudrais qu'on écoute celui que j'appelle le génie à l'écharpe, le colonel Sadio Camara. La sécurité reste la plus importante des préoccupations. Nous avons passé en revue toutes les questions qui intéressent nos deux États. La préoccupation actuelle est la situation sécuritaire. Sur ce plan, nous avons reçu des instructions de nos chefs d'État de mutualiser nos efforts. Le Mali, disposé à partager son expérience avec le Burkina Faso, message du colonel Assimi Goïta transmis au président de la transition du Burkina. Au plan sécuritaire, Bamako a de l'expérience et des moyens à partager avec Ouagadougou. La situation que connaît le Burkina aujourd'hui, il y a de cela quelques mois, le Mali est passé par la même situation. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Le Mali est prêt à partager le peu d'expérience et le peu de moyens que nous avons acquis récemment. Difficile traversée pour le Mali et le Burkina engagés sur la voie de l'indépendance, mais ces acteurs se disent confiants quant à l'issue.